Ils bombardent le matin, puis ça s'arrête, ça reprend le soir. C'est ça le monde russe que le Kremlin nous promet, qu'ils aillent se faire foutre. Les chars russes sont au bout de cette route. C'est dangereux. Ils seront ici dans pas longtemps. C'est une atmosphère très spéciale. La ville est complètement vide, il n'y a plus personne. On part parce que pour les enfants, c'est bien trop dangereux. L'immeuble est frappé. Vous sentez vraiment l'onde de choc qui vous traverse. Je crois que notre armée ukrainienne saura défendre son peuple. 150 à droite. Le monde entier se dit on ne peut pas laisser un peuple se faire massacrer de la sorte. Les Ukrainiens préfèrent mourir que de céder. Ils ne lâcheront rien. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Dans la nuit du 24 février, Kiev est secoué par de violentes explosions. Les Russes attaquent sur plusieurs fronts. Des tirs de missiles sur des sites militaires. Des colonnes de chars qui pénètrent en territoire ukrainien depuis la Biélorussie au nord, la Russie à l'est, le Donbass et la Crimée au sud. Ils ont complètement bombardé la ville, l'aéroport. À 25 km de Kiev, des parachutistes débarqués par hélicoptère s'emparent de l'aéroport d'Hostomel pour y ouvrir un pont aérien. Mais ils sont repoussés au terme d'une journée de combats acharnés. Dans le Donbass, Michel Scott est avec les défenseurs ukrainiens. Et toute la matinée, nous avons vu des mouvements de chars, de blindés ukrainiens dans ces villes qui sont proches de la frontière. L'armée, courageuse, en ordre de bataille, d'autant plus qu'on a, nous, l'impression, dans ces premières heures, qu'ils vont se faire balayer. C'est vraiment dur, mais pour l'instant on contrôle le secteur. Surprise. Alors que tout paraît joué d'avance, les Ukrainiens ne s'effondrent pas. La colonne ukrainienne avance tout doucement, progressivement, mais c'est les chars de tête qui apparemment combattent les forces ennemies. Et les voilà partis sur la route de l'Est, c'est-à-dire direction la Russie, face à l'armée russe. Et on assiste à la destruction du premier char russe de cette guerre. Au matin, le monde découvre avec sidération que la guerre vient de faire son retour en Europe. J'ai peur, je suis vraiment inquiète. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Là, je rentre chez moi. Les frappes russes n'épargnent pas les civils. À Kiev, plusieurs immeubles sont touchés par des missiles. La maison est complètement détruite. Il n'y a plus de fenêtres, plus de portes. Même le plancher a été arraché. Je n'oublierai jamais ça. Ces sales Russes, ils vont le payer. Il y a peu de personnes dans les rues et il y a surtout, ce qui nous marque, des checkpoints absolument partout, avec des soldats qui sont très très inquiets. Il y a des militaires, on ne peut pas aller plus loin. On y va là. Il y a les sirènes, on va aller se mettre à couvert. Tandis que la défense de la capitale s'organise, les habitants se réfugient dans les caves. Mon doudou, il sourit. Il sourit toujours parce qu'il ne peut pas être triste. J'essaye de rester calme.
parce que je ne veux pas prendre le risque d'accoucher prématurément de mon bébé. Normalement, c'est dans 2 mois. L'autre refuge, ce sont les profondeurs du métro. Construit à l'époque soviétique, il est à l'épreuve des bombes. On lui présente tout ça comme si c'était une aventure. Et ici, elle n'entend pas le bruit des bombes, tout le fracas. Le bruit des sirènes, ça vous rend fou. Mais de toute façon, c'est la guerre. Il va falloir s'habituer à ça. Tout s'est arrêté à Kiev. Le temps s'est figé. On ne vit plus que pour la guerre, qui arrive, qu'on entend, et qui se rapproche, le son du canon, on l'entend aussi, de plus en plus chaque jour. Dans l'est de l'Ukraine, les Russes ont un objectif. Kharkiv, la 2e ville du pays. Située à seulement 40 km de la frontière russe, elle est réputée russophile. Pour autant, quand Michel Scott et son équipe y parviennent, au 6e jour de la guerre, elle ne donne pas l'impression de vouloir se rendre. Au quartier général de la défense territoriale, c'est même l'effervescence. Il y a des centaines de combattants ou de civils qui viennent apporter leur aide. Je ne veux voir aucun occupant russe ici. Aucun. On rencontre un personnage en particulier, d'ailleurs, qui est un homme d'affaires, enfin, qui est dans l'import-export, qui est un civil, évidemment, qui n'a jamais tenu une arme de sa vie ou presque. Depuis cette fenêtre, je peux tirer sans être vu. Je suis protégé. Puis on passe la nuit là. Et puis, le lendemain matin, au moment du réveil, eh bien, l'immeuble est frappé. Yeah. Michel, you're here. Yeah, we're here. Your guys, where are they? They're safe. They're safe, okay. Yeah, look. C'est le chaos. Alors, bon, il faut que je retrouve mes camarades. Et donc, je descends et je filme. You can go downstairs. Okay. Je finis par les trouver. On se met en ordre de marche. Les gilets, les casques, et il se passe 20 secondes, une deuxième frappe a lieu. Sacha, au sous-sol. Et Alex, au sous-sol. On y va. Viens. La frappe fait 11 morts et des dizaines de blessés. Sains et saufs, mais passablement secoués, Michel Scott et ses camarades choisissent de quitter Kharkiv. À ce moment-là, rien ne semble en mesure d'arrêter les Russes. On est encore dans cette première phase de la guerre où on se dit que la question n'est pas si les Russes vont y arriver, mais quand, quelle semaine? Cette semaine ou la semaine d'après? Dans leur marche sur Kiev, les Russes veulent à tout prix s'emparer d'Irpin, à 25 km à l'ouest de la capitale. Ils sont déjà aux portes de la ville. J'habite dans un immeuble là-bas. Les 3 étages du dessus sont détruits. Florian Litzler et Alix Ponsard se retrouvent sous le feu. 5 obus de mortier, plus gros, on serait mort, hein, dont un qui a tapé pile là où la voiture était garée avant, un autre juste au-dessus de nous dans l'immeuble. Vous sentez vraiment l'onde de choc qui vous traverse. Il est où, Florian? Il faut partir. On est, je pense, à même pas 1 kilomètre des premiers Russes. On entend d'ailleurs le bruit de leurs chars. Les Ukrainiens disent ça, c'est les chars russes que vous entendez qui sont en train d'arriver ici. Irpin est assiégé, bombardé sans relâche. C'est horrible, vous pouvez pas imaginer, c'est l'enfer là-bas. Pour retarder l'avance des Russes, les Ukrainiens ont fait sauter les ponts. Attention. L'évacuation des habitants se fait sous le feu des canons. C'est devenu effrayant en ville. Il y a des explosions partout. Hier, on a cru que notre maison était détruite. Les murs ont tremblé, c'était horrible. J'espère qu'on va survivre. Mais il y a une chose de sûre,
Des animaux comme les Russes ne devraient même pas avoir le droit de respirer. À ce moment-là, les Russes sont en train de fondre sur Kiev. Chaque jour, ils progressent de plusieurs kilomètres. Et journalistes comme habitants, comme militaires, tout le monde se dit Kiev va devenir un champ de bataille. Dès les premiers jours de l'invasion, des milliers d'Ukrainiens fuient les zones de combat et même le pays. Tous les trains filent vers l'ouest, en direction des pays voisins, à commencer par la Pologne. Ça fait 2 jours que j'attends ici, toute seule. Au total, 8 millions d'Ukrainiens, soit 1 sur 5, prennent la route de l'exil. On arrive donc à la gare de Kiev et on voit les femmes, les enfants, les grands-parents qui montent dans les trains et qui laissent les hommes seuls sur le quai, les larmes aux yeux, pour se préparer à défendre la ville. Il y a eu 2 explosions terribles hier. Nos enfants ont eu très peur et j'ai très peur pour eux. Mais moi, je reste. Kiev, c'est ma ville et je dois la protéger. L'Ukraine a besoin de ses hommes. C'est mon pays, je vais partir me battre pour lui. Les stratèges du Kremlin avaient parié que l'Ukraine s'effondrerait en 3 jours. Le temps pour leur armée de prendre Kiev, la capitale. Mauvais calcul. En dépit des destructions, le pays tient. Je vais jeter des cocktails Molotov sur les tanks russes. Oui, des cocktails Molotov. Et ils vont brûler. Tout va partir en fumée. On va défendre l'Ukraine. Les Russes tentent de prendre Kiev en tenaille. 2 colonnes progressent depuis le nord, par l'est et par l'ouest. Leurs chars atteignent les faubourgs de la capitale. Mais partout, ils se heurtent à l'opposition des populations. Ce que l'on voit de manière certaine, très rapidement, c'est que les Ukrainiens ne vont pas lâcher l'affaire et qu'ils vont se battre. Les Ukrainiens se disent qu'ils n'ont pas le choix et que s'ils ne font rien, c'est la seule chose qui est sûre, c'est qu'ils vont perdre. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, n'hésite pas à s'exposer. Le premier jour, bravant les bombardements, il s'adresse à ses compatriotes depuis l'extérieur, entouré de ses ministres, tous en treillis de combat. Gloire à nos défenseurs, gloire à nos héros, gloire à l'Ukraine. Il a refusé l'offre d'évacuation des Américains. Je ne me cache pas, et je n'ai peur de personne. Je resterai ici le temps qu'il faudra pour gagner cette guerre patriotique. Rompu aux techniques de communication, l'ancien comédien s'est mué en chef de guerre. Tous les jours, ses vidéos galvanisent les Ukrainiens. C'est triste, mais tout ira bien, on va gagner. Dans Kiev bombardé, des volontaires se préparent à encaisser l'assaut des Russes, que tous jugent imminent. Je n'ai pas de casque, je n'ai pas d'équipement, mais me voilà. Je suis en train de creuser une tranchée au lieu de simplement étudier ou vivre calmement. J'aimerais dire bonjour à tous les militaires russes qui veulent venir sur notre terre pour nous la prendre. Nous ne voulons pas de vous ici. Vous allez tous mourir. Vous ne trouverez que la mort ici. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Et tu as une voiture? On est face à des chauffeurs de taxi, à des boulangers, qui mènent des actions de guérilla concrètes face aux lignes de ravitaillement russes et qui les harcèlent. Mais je vous parle de gens qui font des cocktails Molotov et qui ont des fusils de chasse. Nous sommes là pour protéger nos voisins, nos parents, notre village. On ne sait pas si on peut gagner, mais la vérité est de notre côté. Et nous nous battrons jusqu'au dernier homme. Nous, on se dit dans notre esprit, à cette époque, l'armée russe est la 2e armée la plus puissante au monde.
Ils vont arriver ici dans les heures, dans les jours qui viennent, et face à eux, on a des gars en treillis avec des fusils de chasse. Ça va pas être possible. 18 000 fusils d'assaut ont été distribués à la population. Partout, des civils se forment au maniement des armes. Vous avez aussi des femmes qui s'entraînent pour se préparer à partir au front si besoin, parce qu'il y a aussi même si c'est un sujet tabou, il y a aussi de lourdes pertes côté ukrainien. Donc les femmes savent qu'elles vont devoir à un moment donné relayer les hommes sur le front. S'ils viennent dans nos maisons ici à Kiev, je suis prête à les tuer. Les soldats russes ne sont pas les bienvenus. Femmes soldats, femmes médecins, elles auraient pu choisir l'exil et la sécurité. Elles ont préféré endosser l'uniforme. J'ai mis mes enfants en sécurité chez mes parents et je suis revenue aussitôt ici pour m'inscrire dans les rangs des volontaires. Il est mort. On n'a pas pu le sauver. Il était trop tard. Malgré cette mobilisation de tout un peuple, les Russes progressent partout. Début mars, ils occupent près de 20% du territoire ukrainien. Kherson, la grande ville du sud, est tombée presque sans combattre, ouvrant la route vers Odessa sur la mer Noire. Au nord et à l'est, des villes résistent encore à l'encerclement. C'est le cas d'Irpin, le verrou, au nord de Kiev. On est ici aux portes d'Irpin, à quelques kilomètres de cette ville qui est bombardée sans discontinu depuis maintenant 10 jours. Et si on est sur le toit de cet immeuble, c'est pour vous montrer l'impact d'un missile russe qui s'est abattu ici il y a un peu plus de 48 heures. François-Xavier Ménage et son équipe tentent d'accéder au centre-ville, tenu par les Ukrainiens. Tu vas vers le pilier là-bas. Tu prends cette direction-là, tu cours. Toi le premier, et puis toi, et après le troisième. Allez-y tous. Allez, vas-y. Le poste de commandement de la défense territoriale est installé dans la cave d'une maison en partie détruite. Les Russes voudraient passer la rivière pour ensuite pouvoir bombarder Kiev. On arrive à les repousser, mais il y a des tirs d'artillerie. On a malheureusement 2 morts et 3 blessés. Là, maintenant, à l'instant. C'est un obus qui l'a frappé. C'était son anniversaire aujourd'hui. Trois semaines qu'on se bat. Et les pertes sont déjà très importantes des deux côtés. L'Ukraine enterre ses morts, même très loin du front, comme dans ce petit village des environs de Lviv. Pour être derrière la caméra, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le cortège qui arrive, les parents, le corbillard. Et sur des centaines de mètres, tout le long de l'entrée du village, ces gens avec un genou à terre. Souvent de très très vieilles personnes, hein, c'est des villages assez reculés, et avec des bougies tout au long de la chaussée. La première surprise de cette guerre, c'est qu'elle dure. Après un mois de combat, Kiev n'a pas été prise, le régime n'est pas tombé et les Ukrainiens résistent. Les Russes piétinent, leur ligne s'allonge, l'intendance ne suit pas. On a vu notamment cette longue colonne de chars qui venait depuis la Biélorussie, qui avançait pas du tout vers la capitale. Constamment harcelés sur leurs flancs et sur leurs arrières, ils essuient de lourdes pertes, comme ici à Brovary, au nord de Kiev. On a du mal à imaginer comment ces hommes, avec des armes légères, pourraient arrêter une colonne de chars russes. Eux nous assurent qu'il y a dans la campagne, tout autour, des forces spéciales ukrainiennes armées de missiles anti-chars. Les Russes se sont fait surprendre, parce qu'ils ont cru finalement qu'ils pouvaient rouler tout droit, quoi.
Fin mars, faute d'avoir réussi à encercler Kiev, les Russes se retirent de toutes les villes au nord de la capitale. Manifestement, l'accès à Irpin n'est pas si simple que ça. Des échanges d'artillerie ont lieu en ce moment aux abords de la ville, dans ce bois notamment où nous nous trouvons, juste à l'orée de la zone urbaine. Et voilà, nous sommes à Irpin. Ça a duré 1 mois finalement, ce siège. Et puis ça s'arrête en fait très vite, ça s'arrête en quelques jours. Ils se sont rendus compte que entrer dans Kiev, c'était pas possible. Donc ils avaient fait quand même pas mal de dégâts alentour. Ils sont repartis. En se retirant, les troupes russes laissent derrière elles horreur et désolation. Les Russes contrôlaient toute la zone et n'hésitaient pas à tirer sur tous ceux qui circulaient sur cette grande voie de circulation. On s'y rend, littéralement, nous dit-on, 30 heures après le départ du dernier Russe. À l'endroit où on se trouve, sur 100 mètres, il y a 17 corps. Le premier de ces crimes, qui est filmé en drone en fait. Et on connaît la date, c'est le 7 mars. Donc le 7 mars, il y a une colonne de voitures comme ça qui arrive. Pas à l'aise, on les voit aller assez vite, et puis qui se font mitrailler. La plupart de ces voitures font demi-tour, repartent dans l'autre sens. Il y en a une qui a les pneus crevés. Le conducteur descend, se fait abattre, et donc la famille est prise pour cible. Bientôt, un nom va devenir synonyme d'atrocité, celui de la ville de Boutcha, près d'Irpin. Il se trouve qu'au même moment, dans les heures qui suivent, on découvre à 10 km de là, à vol d'oiseau, les massacres de Boutcha. Ces gens étaient juste en train de marcher et les Russes leur ont tiré dessus sans raison. Pan. Ils ont tué mon beau-fils. Il était le père de 3 enfants. Ce sont nos voisins que nous avons enterrés là. Natacha et Victor, ainsi que 2 inconnus. Il y a une rue très symbolique, en fait, dans Boutcha, qui est là où il y a une terrible bataille. Et donc, on découvre des tanks calcinés, des voitures civiles. Moi, je sais de quoi les Russes sont capables. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est inhumain. Dans les caves, des corps d'hommes suppliciés, les mains attachées dans le dos. Nous découvrons, le monde découvre l'ampleur des massacres que les Russes ont laissés derrière eux. C'est une chambre de torture qu'ils avaient installée là. Et ils s'en sont pris à de simples Ukrainiens. Il y avait le procureur général qui était sur place, qui était là pour enquêter et pour montrer aussi aux journalistes que des enquêtes étaient menées pour mettre à jour ces crimes de guerre. Le président Zelensky se rend sur place et prend l'opinion publique internationale à témoin. Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Vous êtes ici et vous pouvez voir ce qu'il s'est passé. Dans les semaines qui suivent, la Cour pénale internationale ouvre une enquête. La France envoie des experts de la gendarmerie pour aider les Ukrainiens à rassembler les preuves. Quand on retrouve ce genre d'actes, en tout cas criminels, qui ont été commis à Boutcha, à Borodianka, à Irpin, à Liman, on se dit très certainement que ce ne sont pas que des actes isolés. En tout cas, on les retrouve un peu partout en Ukraine. À l'autre bout du pays, sur les bords de la mer d'Azov, Mariupol et ses 400 000 habitants. La ville est un verrou entre le Donbass et la Crimée, annexée en 2014. Pour les Russes, c'est un objectif prioritaire. Pendant 3 mois, ils vont pilonner la ville. 3 mois d'un siège d'un autre temps.
La maternité est bombardée. Tout va bien, tout va bien. Le théâtre, où s'était réfugiée une partie de la population. Les autorités municipales estiment à plus de 20 000 le nombre de civils tués. Deux enfants sont morts. Personne n'a pu les sauver. Ce quartier a été repris par les pro-russes avec l'aide de l'artillerie russe. Lise Romboudoul et Romain Reverdy assistent à la bataille côté russe. De combattre au sol, ils avancent en commando, rue après rue, immeuble après immeuble. Ce quartier vient d'être pris par les Russes après d'intenses bombardements. Les habitants émergent à peine et se comptent. Je suis en vie, grâce à Dieu. Bonjour Natalia. Tout le monde est en vie chez vous? Non, pas tous. Tolik a eu la hanche brisée par un éclat d'obus, il a perdu beaucoup de sang et il est mort. Quand ton fils te demande ce qui va se passer demain, quand la petite fille devient hystérique à cause des bombes et que les avions passent au-dessus, qu'on n'a plus de fenêtres, plus de portes et qu'on ne peut plus accéder à la cave. J'ai même dormi dans la rue. Collée à la ville, l'immense usine d'Azovstal et ses kilomètres de tunnels. C'est là que se sont retranchés les derniers défenseurs, les hommes du bataillon Azov. On amène de la nourriture pour les enfants. Ainsi que plusieurs centaines de civils. Est-ce que vous comptez les jours? On a perdu le fil. On aimerait rentrer chez nous, mais je ne suis pas sûre qu'on ait encore une maison. Sortez-nous de là. On veut voir le ciel. On veut respirer l'air frais. Pour les ravitailler et évacuer les blessés, les forces spéciales ukrainiennes mènent des raids par hélicoptère. Quasiment des missions suicides, les appareils volant en rase-motte pour éviter les batteries de défense anti-aérienne russes. Quand le dernier carré des combattants ukrainiens finit par se rendre, le drapeau russe flotte sur une ville détruite à 90%. Jérôme Garot et Gilles Parot sont autorisés par les Russes à visiter l'usine d'Azovstal. C'est hallucinant parce que l'usine Azovstal, ça fait la taille de Venise. Il n'y a pas un mur qui est debout. Nous sommes au cœur de l'usine Azovstal, là où 2500 combattants ukrainiens ont vécu pendant 40 jours. On ne pourra pas aller n'importe où, étant donné que toute la zone n'a pas été déminée, mais on va quand même pouvoir descendre dans les tunnels. C'est dans un noir absolu quand vous êtes dans les profondeurs de ces tunnels. Vous avez juste votre petite loupiote sur la tête. Vous avez les douilles, les balles partout. Il faut faire attention quand on marche pour pas glisser. Vous voyez les infirmeries de fortune. On a retrouvé beaucoup de médicaments. C'est là que les combattants blessés étaient amenés pour recevoir les premiers secours. Ils étaient soignés là. Un truc qui m'a frappé, c'est un détail sordide, mais vous sentez la mort, parce qu'il y avait encore des corps qui n'avaient pas été retirés, qui étaient dans des endroits peut-être inaccessibles ou qu'on n'avait pas trouvés. Ils nous ont amenés là, les soldats russes, pour nous dire, regardez la puissance qu'on a déployée pour anéantir cette usine et ses défenseurs. Après la chute de Marioupol et leur retrait de la région de Kiev, les Russes vont pouvoir concentrer leurs forces dans l'Est. Conquérir l'ensemble du Donbass, voilà l'objectif pour les Russes qui ont rassemblé des moyens considérables afin d'écraser la résistance ukrainienne. Le Donbass, c'est cette province déjà en partie occupée et russifiée depuis la guerre de 2014. Les Ukrainiens sont inférieurs en nombre et moins bien équipés. Toute la région se couvre de tranchées. Je vois 3 véhicules en mouvement à l'est.
Russes arrivent par le nord, par l'est, et ils grignotent du terrain. Et ils grignotent du terrain en labourant le terrain à coups d'obus. Le moindre village devient un enjeu. Le village, il est régulièrement bombardé, il y a plein de maisons détruites, ou juste là, ces voitures complètement carbonisées, puis aussi plein de cratères et de trous d'obus partout. Bientôt, les combats se concentrent autour de Severodonetsk. Il y a des tirs tout le temps et des éclats d'obus qui volent partout. On peut entendre depuis le sous-sol. Alors on s'enferme autant que possible et on reste assis. Au plus fort des combats, Jérôme Garot et Gilles Parot parviennent aux abords de Severodonetsk, côté russe. Ces villages sont très disputés par l'armée ukrainienne et l'armée russe. Certaines localités ont été prises, reprises par un autre camp. Donc c'est dans ce climat d'incertitude que vivent les derniers habitants qui sont restés ici. Dans ces villages du Donbass, les habitants sont pro-russes. Là, c'est le borsch en train de cuire. Et ils trouvent que ça ne va pas assez vite. Nous pensions que la guerre durerait un mois seulement, que la Russie serait plus rapide. Au mois de juin, l'armée russe n'avait pas atteint ses objectifs. Et là, c'était déjà sûr. On se rendait compte qu'on entrait dans une guerre longue. C'est une guerre d'attrition quand même. C'est-à-dire qu'il faut affaiblir l'adversaire. Le fait de résister pour les Ukrainiens, c'est aussi une manière de faire payer le prix fort aux Russes. Ils n'ont pas encore pris la zone. Le combat est rude quand même. Oui, mais ceux qu'on a là-bas sont des gars formidables. Les meilleures troupes qu'on ait. Ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est que les officiers, ceux qui sont un peu en arrière, sont très confiants. Et puis quand on voit ceux qui sont dans la ville de Severodonetsk, eux, ils sont épuisés, ils dorment plus, ils estiment qu'ils n'ont pas assez de moyens pour tenir le front. Donc ça commence déjà à être compliqué. En mai, les Russes sont entrés dans la ville. Les combats ont lieu de quartier à quartier, d'immeuble à immeuble. Pris et repris. Début juin, les Ukrainiens sont chassés du centre-ville. Ils se replient en bon ordre vers Lysychansk, situé sur la rive ouest de la rivière Donets. Nous rentrons actuellement dans Lysychansk par une route arrière, une route de contournement. Nous suivons un guide parmi les volontaires de la défense territoriale. De là, ils s'efforcent de retarder l'avance des Russes. Mais la ville est sans cesse bombardée. Combien de temps va tenir? C'est une question difficile, mais nous resterons sur nos positions aussi longtemps qu'on en aura l'ordre. La route qui mène à Lysychansk est une artère vitale pour les Ukrainiens. C'est pourquoi elle est pilonnée nuit et jour par l'artillerie russe. C'est notre quotidien. Des frappes par milliers. C'est la première fois dans le Donbass qu'on va arriver et voir ces images de champs. On a l'impression d'être sur la Lune. Et vous avez des trous d'obus, mais à perte de vue, et par centaines. C'est par cette route que sont évacués les blessés civils et militaires. C'est tout le secteur en fait qui est menacé. Celui qui trouve les derniers hôpitaux de la région. Il y en a pas beaucoup, il y en a 2. Les blessés, eh bien, c'est du shrapnel, de l'éclat d'obus, partout, dans tout le corps. Quand ils ont de la chance, c'est le bas du corps. Quand ils ne se sont pas couchés assez vite à terre, eh bien, c'est en haut, dans la tête. On a vu des gens mourir comme ça, sous nos yeux. C'est la base du crâne. C'est une blessure très sérieuse. Qu'est-ce qu'il a? La destruction crânienne. C'est une vraie boucherie, quoi. C'est des gens cisaillés, découpés, tous les jours sur la ligne de front. Début juillet,
l'état-major ukrainien ordonne à ses troupes d'abandonner leur position. Lysychansk est perdu à son tour. Mais les forces de Vladimir Poutine connaissent aussi l'amertume de la défaite. En mai, une brigade de fusiliers motorisés reçoit pour mission de prendre les Ukrainiens à revers au nord de Severodonetsk. Ce qu'il s'est passé, c'est que pendant plusieurs jours, un peu moins d'une semaine, les Russes ont tenté de franchir un cours d'eau avec des ponts flottants. Renseignés par les Américains, les Ukrainiens accueillent les chars russes à coups de canon. C'est un carnage. Tous les chars qui sont passés de ce côté de la berge ont été complètement anéantis. Thomas Mizraki et Adrian Akko sont les premiers à se rendre sur les lieux, accompagnés par une unité des forces spéciales ukrainiennes. On arrive et les gars nous montrent tout. Et on arrive à filmer. On arrive à filmer les carcasses de chars russes, on arrive à filmer les cadavres qui jonchent le sol. On s'aperçoit que les mines sont partout. Tout est miné. Une, voire deux brigades totalement anéanties. Plusieurs centaines de soldats tués. Et surtout, la preuve que l'armée russe n'est pas invincible. Cette bataille, elle est capitale parce qu'elle montre l'intelligence stratégique de cette armée ukrainienne, considérée comme la 22e armée du monde avant le début du conflit, et qui tient tête non seulement à cette armée russe, mais qui arrive à lui infliger des dégâts colossaux. Depuis le déclenchement du conflit, une menace plane sur l'Ukraine et même au-delà, celle d'un accident nucléaire. Déjà, au début de l'invasion, les Russes avaient brièvement occupé Tchernobyl, allant jusqu'à couper l'alimentation du système de refroidissement des réacteurs. Mais depuis, le point de fixation, celui qui concentre toutes les craintes, s'appelle Zaporijia. Plantée sur les bords du Dniepr, c'est la plus grosse centrale européenne. On sait qu'il y a des engins militaires qui sont autour, voire à l'intérieur de cette centrale. Les Ukrainiens tirent vers les Russes ripostent vers les Ukrainiens, mais les Russes se positionnent derrière la centrale. Tout le monde s'inquiète. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un accident nucléaire, une catastrophe? Régulièrement, des obus tombent à l'intérieur du périmètre de la centrale, mais sans toucher les réacteurs. Mi-août, Jérôme Garot arrive jusqu'à la centrale de Zaporijia, côté russe. Bon, c'était extrêmement compliqué de venir jusqu'ici. Il faut beaucoup d'autorisations différentes. On ne pourra pas entrer à l'intérieur de la centrale nucléaire. Personne ne peut y pénétrer, à part les gens qui y travaillent. Mais on devrait quand même pouvoir voir les alentours. On peut constater qu'il y a vraiment des réparations qui sont en cours. Donc, il y a eu des dégâts sur les lignes électriques à côté. On voit les impacts formés par les obus ou par les roquettes. On apprend qu'il y a 500 militaires sur place. On apprend que ce sont des ingénieurs ukrainiens, mais qui travaillent sous la menace russe, qui sont sur place. On nous présente un ingénieur en nous disant que cet homme est d'accord pour nous parler. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on accepte de dire à une télévision étrangère devant des militaires? Les réacteurs sont conçus en théorie pour résister à la chute d'un avion. Je suis beaucoup plus inquiet pour les stocks de déchets radioactifs. Ils ne sont pas très protégés. Si un obus ou même une roquette tombe dessus, une zone considérable pourrait être vite irradiée. Dans les villes les plus proches de la centrale, Nikopol côté ukrainien, Energodar occupé par les Russes, les habitants vivent dans la crainte permanente d'un nouveau Tchernobyl. On l'allume et ça commence à scanner. Là, vous voyez que l'analyse est en cours. Ils ont distribué ces médicaments, de l'iode et ces masques. Il faut s'attendre à tout avec les Russes. Ce dont ils nous parlent surtout, c'est des bombardements qui sont constants. Ils sont juste en face de la centrale et ils se font bombarder toutes les nuits. Mon fils travaille dans la centrale comme chef d'équipe. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Dès que j'entends des explosions au loin, je pleure comme un enfant. Le monde s'inquiète aussi. Sous la pression des Européens, Poutine accepte une mission de l'AIEA, l'organisme international de contrôle des activités nucléaires. Elle se déplace
à Zaporijjia pour essayer d'entamer une médiation, d'envoyer des experts à l'intérieur de la centrale pour faire une évaluation. Début septembre, son directeur, Raphaël Grossi, est sur place. J'étais inquiet, je suis inquiet, et je resterai inquiet pour la centrale jusqu'à ce que la situation se stabilise. Fin août, la guerre dure depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, le soutien des Occidentaux à l'Ukraine est allé crescendo. Au début, c'était du pur défensif, du non létal même, et puis ensuite du défensif, puis ensuite des choses plus offensives. Des missiles portables de type Javelin, avec lesquels les Ukrainiens faisaient des cartons sur les tanks russes. On est passé au canon à longue portée, comme les Césars, livrés par la France en 18 exemplaires. Ça, c'est la position du pointeur. Là, il y a le chargement du canon. Et ça, c'est ma place. Je rentre toutes les coordonnées, les conditions météo avant de procéder au tir. Le système nous donne de l'avantage en termes de rapidité. L'ennemi n'a pas le temps de nous localiser et de nous viser. Pour l'état-major de Kiev, il faut encore augmenter l'aide occidentale pour rééquilibrer le rapport de force avec les Russes. Mais ce sont surtout les HIMARS américains, d'une portée de 80 km, qui ont permis aux Ukrainiens d'allonger leurs frappes, allant jusqu'à toucher les arrières des lignes russes. C'est une arme qui envoie des roquettes avec une portée plus longue que la plus longue portée russe. Donc en fait, le bras est un chouïa plus long que le bras russe. C'est quelque chose d'indispensable pour l'armée ukrainienne aujourd'hui. Ils en redemandent d'ailleurs parce que c'est ce pouvoir d'aller viser derrière et non plus seulement sur la ligne de front. Les Ukrainiens sont aussi passés maîtres dans l'art d'utiliser les drones pour repérer leurs ennemis et guider leur artillerie. Avec nos drones, on peut s'approcher et les localiser. Sinon, il faut y aller nous-mêmes. Et on risque nos vies pour ça. Les drones, on les appelle les yeux de cette guerre. Il y a des centres de commandement un peu partout sur les lignes de front. Dans ces centres de commandement, il y a des dizaines et des dizaines d'écrans qui sont autant d'yeux finalement sur le front. Et le commandement prend ses décisions grâce finalement à tous ces drones. Nous avons déjà détruit 2 tanks, ici et ici. Mes positions sont là, et c'est de cette zone que mes dronistes décollent d'habitude. Ce qui est assez incroyable, c'est la coordination entre le drone et derrière les frappes d'artillerie. C'est immédiat en fait. Tout l'été, les Ukrainiens ont massé des troupes sur le front sud, celui de Kherson. À la manière des Britanniques, à la veille du débarquement du 6 juin 1944, ils ont monté une opération d'intoxication. On pense à une grosse offensive ukrainienne au sud du pays. Et on se rend compte bien plus tard qu'en fait c'était un leurre. On en a parlé après avec des soldats et ils nous disaient oui, nous la consigne, c'était on partait avec nos blindés, nos tanks, etc. On allait vers l'ouest et la nuit, quand il n'y avait pas de lumière, on faisait le chemin inverse. Quand la contre-offensive ukrainienne se déclenche, c'est finalement au nord de Kharkiv. Et elle est fulgurante. Tout d'un coup, en quelques jours, 50 localités, 100 localités sont reconquises, 300 localités sont reconquises. Enfin, la débandade du côté russe. Les Ukrainiens semblent inarrêtables. En face d'eux, il y a des troupes russes qui ne se battent pas, qui lâchent les armes et qui se retirent. Kupiansk, Izium, des nœuds logistiques et ferroviaires d'une importance stratégique suivent. Nous sommes à l'entrée de la ville d'Izium. Cette ville, elle a été libérée il y a 5 jours par l'armée ukrainienne. Elle était occupée pendant plusieurs mois.
Lorsqu'on rentre à Izium, alors ce qui nous surprend, c'est qu'il y a déjà quand même un silence. Il n'y a plus beaucoup d'habitants dans cette ville. Et on arrive sur une petite colline. Et là, on voit plusieurs habitants qui sont avec leur téléphone à la main en train d'essayer de capter du réseau. Parce que c'est aussi ça, quand on est sous occupation russe pendant plusieurs mois, les lignes sont coupées. Ils n'ont plus de quoi communiquer avec leur famille. C'était vraiment, vraiment très dur. Je ne peux pas trouver les mots. Nous étions toujours dans les abris pour avoir une chance de rester en vie. Je remercie nos soldats qui nous ont sauvés, qui nous ont ramenés en Ukraine. Dans les villes libérées, on découvre les prisons russes. Et alors on descend. C'est là, dans ces cellules, qu'étaient détenus ceux qui s'opposaient à l'occupation. Avec les salles de torture pour les personnes qui ne voulaient pas collaborer avec les Russes. Ils essayaient de s'attaquer en fait à toutes les personnes qui étaient en lien avec l'armée. Donc si vous aviez un frère qui était soldat, s'il y a aussi des résistants. Je les entendais clairement, des hurlements de douleur qui venaient de l'intérieur. Tout indique que certains de ces prisonniers ont été exécutés. Main attachée dans le dos. En forme de croix. Dans un bois près d'Izium, un cimetière récent recèle plus de 400 corps. C'est donc une enquête d'envergure qui est actuellement menée par tous ces hommes, des spécialistes de l'investigation criminelle. « 3000 km² libérés en moins d'une semaine. Les Ukrainiens vont maintenant tourner leurs forces vers le sud, avec un objectif, libérer Kherson. Seule capitale régionale prise au début de l'invasion, les Russes y sont solidement retranchés. Pour les en déloger, les Ukrainiens vont s'employer à les assécher. La stratégie ukrainienne, c'est toujours la même. On tape les lignes arrière, on frappe les lignes d'approvisionnement, ce qui fait que l'essence n'arrive pas, les armes n'arrivent pas. Les Ukrainiens vont même frapper très loin du front. Le pont est en train de brûler. Ça vient d'exploser il y a 2 minutes. Début octobre, une explosion d'origine encore inconnue endommage le pont qui relie la Russie à la Crimée. Les dégâts sont très importants. Une partie de la chaussée est effondrée, tandis que sur la voie ferrée, un train est en feu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un camion, tu crois? Vas-y, arrête-toi. Ce pont est tout un symbole. Inauguré en grande pompe par Vladimir Poutine en 2018, il matérialise le rattachement de la Crimée, annexée en 2014. Un camouflet pour le Kremlin. À Kherson, incapables de faire taire les canons ukrainiens, les Russes abandonnent une à une leur position sur la rive droite du Dniepr. Parfois même, ils se rendent, comme sur ces images fournies par les forces armées ukrainiennes. Tout se passe bien. On avance et les Russes, eux, ils s'en vont en courant. On leur botte les fesses. C'est très bien. Vive l'Ukraine, vive les héros. Merci, c'est magnifique que vous soyez là. Vous êtes notre soleil. Dans chaque village libéré, les mêmes traces d'une fuite précipitée. Et on découvre ce que les Russes laissent derrière. Des sacs, des provisions, du pain, de l'armement, des papiers d'identité, des contrats militaires, des téléphones portables. On a tout. Un sauve-qui-peut qui s'achève le 10 novembre quand les derniers soldats russes retraversent le Dniepr.
Le 11, les premiers éléments de l'armée ukrainienne font leur entrée dans Kherson, libérée après 8 mois d'occupation. Et voilà, nous y sommes, place de la Liberté à Kherson, une place qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Vous le voyez, c'est ici que des centaines d'Ukrainiens de Kherson viennent fêter la libération de la ville. Kherson, c'est l'Ukraine. C'est vraiment la fête, en fait. Il y a les dernières chansons à la mode, il y a de la techno, il y a beaucoup de femmes et d'enfants. Alors ça, c'est quand même surprenant, parce que dans un monde de guerre, on voit quand même beaucoup d'hommes. Et là, c'est ceux qui sont restés. On gardait notre drapeau caché, car on savait que nos forces arriveraient et on les attendait. C'est notre terre, c'est notre peuple. Et Kherson, c'est l'Ukraine. On nous donne des fleurs, des fruits, ça s'arrête pas. Et vous vous sentez comment? Super. Regardez, c'est moi qui ai accroché le drapeau en haut du cinéma. Ils étaient fiers de porter leurs couleurs. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup surprise. C'est qu'il y avait le drapeau ukrainien sur les joues, sur les épaules. Et ils disaient, vous voyez, ça, on a dû le cacher. C'est comme si on avait dû cacher notre identité, qui on était, et enfin, on peut le ressortir. Comprenez que pendant 10 mois, on n'imaginait aucun futur. C'est que de la joie. On l'a attendu pendant si longtemps. 3 jours après la reprise de la ville, Zelensky se rend à Kherson. Le temps d'une revue militaire. Les Russes sont restés 8 mois à Kherson. La population ne leur a pas ouvert les bras. Certains habitants ont même activement résisté. L'ambiance change assez vite, parce que sur la place où tout le monde vient faire la fête, on remarque quand même qu'il y a des hommes qui sont extrêmement pâles, qui ne marchent pas bien. Il y a des femmes à qui il manque des ongles. Et puis quand on leur pose des questions, ils nous disent tous qu'ils ont été torturés. Ils m'ont frappé durant 3 semaines. Ils disaient qu'il ne fallait pas montrer son amour de l'Ukraine et que la Russie était là pour toujours. On leur fait chanter l'hymne national russe, d'après tous les témoignages qu'on a eus. On leur dit qu'il ne faut plus être ukrainien, il faut aimer la mère patrie Russie. Les Russes avaient ouvert plusieurs centres de détention, comme celui-là. Après leur départ, les enquêteurs ont rassemblé des preuves d'exaction commises ici. C'est vite parce qu'on a récolté toutes les preuves et constitué un dossier pour les procès qui viendront. Et des témoignages de prisonniers torturés. Je vous dis les choses. Ils utilisaient l'électricité en attachant les fils aux testicules, aux oreilles et aux doigts. 2 jours avant que j'arrive, dans la cellule voisine, un mec est mort. Les Russes lui avaient cassé les côtes et battu violemment. Ce qu'ils faisaient, c'était par exemple d'aller donner à des contacts qu'ils avaient de l'autre côté des coordonnées GPS. Là, il y a une base russe, des coordonnées de l'artillerie. L'artillerie se met ici. Il fallait absolument identifier ces lieux-là. Et pour les identifier, il n'y avait que ces personnes-là, ces résistants. Les Russes sont partis, mais ils ne sont pas loin. Tous les jours, leurs canons continuent à pilonner Kherson. Depuis 4 jours, il y a des bombardements. Mais aujourd'hui, particulièrement pire que les derniers jours. À l'automne, les Ukrainiens ont repris la moitié du terrain conquis par les Russes dans les premiers mois de la guerre. Les armées de Vladimir Poutine n'occupent plus que 12% du territoire ukrainien. Et on va rejoindre la tranchée dans quelques instants. L'hiver vient, qui fige les positions. Sur le front russe, dans le Donbass, les soldats du Kremlin savent désormais qu'ils sont là pour longtemps. Les soldats nous disent que le moral est bon. Ils ont l'air effectivement plutôt détendus. D'ailleurs, c'est très étonnant. Les gens qui sont là-bas sont tellement habitués à la guerre. On est à 200 mètres des lignes ukrainiennes. Certains soldats qui nous accompagnent n'ont même pas de casque. Monte ta caméra. Encore un peu. Tu vois les sacs blancs au loin? Là-bas, ce sont les Ukrainiens. Ils sont à 200 mètres.
Venez à l'intérieur, c'est ici qu'on se repose. Ils versent leur thé, ils ont leur petit confort un peu spartiate. Mais il y a quand même un élément qui nous a interpellés. On voit que les Ukrainiens sont de mieux en mieux équipés avec les armes occidentales. Nous, on lutte avec les armes de nos ancêtres. En face, ils sont habillés par l'OTAN avec des gilets pare-balles plus résistants, par exemple. Je crois qu'ils nous ont dit ça aussi par orgueil. C'est une manière de dire, regardez, nous les Russes, on n'a peut-être pas tout de suite gagné la guerre, mais nous, on se bat avec les armes de nos ancêtres, on a le panache. Et c'est aussi un aveu, c'est aussi une manière de nous dire qu'ils n'ont pas des armes aussi modernes que l'armée ukrainienne. Côté ukrainien, les succès de l'automne masquent les difficultés. Après 8 mois de guerre, les combattants comme les civils sont fatigués. Tous les Ukrainiens maintenant ont plusieurs amis qui sont tombés au front. Tous les Ukrainiens ont de la famille qui souffre ou qui est en exil. Donc c'est quand même très difficile. Pour faire plier l'Ukraine, les Russes lancent une campagne de bombardement des infrastructures énergétiques, telles que les centrales électriques. Ça, c'est des morceaux de missiles. C'est donc dans le noir et le froid que les Ukrainiens se préparent à passer les fêtes. L'eau est froide, on ne peut pas se laver, ni shampoing, ni brushing. Les blackouts se succèdent. Voilà, ils ont 3 heures d'électricité de temps en temps, ou pas du tout, pendant plusieurs jours. Le chauffage ici, c'est comme si on vivait au 19e siècle. Mais même sans électricité, même sans chauffage, si ça devient plus dur, on survivra. Pour les Ukrainiens, les Russes font ça pour démoraliser la population. Là où on pourrait penser que ça les affaiblit, en fait, j'ai l'impression que ça les renforce. Briser le moral des Ukrainiens en les privant du confort le plus élémentaire. Mais pour Serguy, dont c'est la première permission après 10 mois passés sur le front, je suis enfin chez moi. Pas de quoi gâcher le bonheur des retrouvailles. Tu nous reconnais au moins? Je suis vivant, en bonne santé, tout va bien. J'attendais ça depuis tellement longtemps, je sais pas quoi dire. J'ai les mains qui tremblent. Pour la première fois, Serguy a décidé de fêter Noël le 25 décembre et non le 7 janvier, comme le veut la tradition orthodoxe. Pour moi, c'est un miracle d'être ici et de fêter Noël. Il veut oublier le 7 janvier. Il veut oublier cette culture orthodoxe et devenir purement occidental. Et fêter désormais Noël, pour lui, ça sera le 25 décembre. Et il n'est pas le seul. Donc c'est une vraie révolution pour ces personnes-là. Il faut imaginer, ils n'ont jamais fêté Noël le 25 décembre. Et du jour au lendemain, ils décident de le faire pour se rapprocher de la culture européenne. Le tournant de l'année et les fêtes qui l'accompagnent ne marquent pas une trêve. Oh là là, ça commence. Maintenant, je me suis habituée au bombardement. Mais au début, ça me faisait très peur. Dans un village de la ligne de front... Tiens, c'est pour toi. Un prêtre orthodoxe en uniforme distribue des cadeaux aux enfants. Ça va? Tu vas réussir à tout porter? Sans parvenir à les faire sourire. Les enfants qui vivent sous les bombardements quotidiens ont le même regard que celui des adultes maintenant. Ils voient constamment la douleur, ils savent ce qu'est la mort. Malheureusement, ils grandissent trop vite. On vit au milieu des combats ici. On n'a pas envie de fêter quoi que ce soit. On veut juste la paix et du calme. Parfois, le désir de vivre est plus fort, et même l'amour peut naître dans les tranchées. Elle a 20 ans, lui, il en a 23, et ils ont décidé de se marier le lendemain. Chantal et Oleg se sont connus sur le front et s'unissent loin de leur famille. Est-ce que vous promettez d'être là, l'un pour l'autre, toute votre vie? Oui. Oui. Maintenant, embrassez-vous. La guerre change tout.
change le rapport au temps, il change le rapport à la vie. Et on leur a posé la question, pourquoi, quelle urgence y a-t-il à se marier? Et ils nous ont reposé la question dans l'autre sens, pourquoi attendre en fait? Vous voulez que j'attende de mourir pour me marier? Au cœur de l'hiver, les combats se déroulent principalement autour de la ville de Bakhmout, dans le Donbass. Bakhmout n'a rien de tactique, ni de stratégique sur le papier. En fait, c'est symbolique, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut ramener une victoire à Poutine. Une guerre de volonté, d'obstination. Les deux adversaires cherchant le chaos. C'est l'enfer là-bas. Quand on est reporter et qu'on met les pieds à Bakhmout, on met les pieds en enfer. Les Russes sont loin? 5 km environ. Bakhmout, c'est plus qu'une bataille. C'est un bras de fer sanglant qui dure depuis des mois. Les Russes attaquent fort. La situation est difficile, mais on fait notre travail. Au duel d'artillerie succèdent les combats de rue. On entend des tirs d'armes automatiques. C'est vraiment le signe en fait qu'il y a des combats rapprochés qui sont présents en pleine ville. Une partie de la population n'a pas quitté la ville, les plus âgés. Je vis au sous-sol en ce moment. Donc quand je sors, je suis comme une taupe, avec la lumière. Ah, vous inquiétez pas. C'est loin. Je sais reconnaître où tombent les obus maintenant. En janvier, les Russes s'emparent de Soledar, une cité minière au nord de Bakhmout. Une victoire à mettre au crédit des mercenaires du groupe Wagner. Soledar est sous notre contrôle. Le seul problème qui subsiste, c'est l'artillerie ennemie qui continue à bombarder. Une victoire acquise au prix de très lourdes pertes. Wagner a été obligé de renouveler ses hommes, de renouveler ses troupes avec des hommes qui sont recrutés dans les prisons. Quand on va sur le terrain, on se demande vraiment comment la paix sera possible un jour. Il y a un tel degré de haine. Jour après jour, les Russes gagnent du terrain. Les Ukrainiens en appellent à l'Occident, réclament de nouvelles armes, plus modernes, plus puissantes. Fin janvier, les partenaires de l'OTAN se décident à livrer des chars, des léopards allemands, des Abrams américains. Il y a un an, personne n'aurait parié sur une guerre aussi longue. Aujourd'hui, personne ne se risquerait à en prédire la fin. Combien de temps est-ce que les Ukrainiens vont-ils tenir? Combien de temps est-ce que l'Occident va encore pouvoir supporter l'effort militaire nécessaire à une possible victoire ukrainienne? Que vont faire les Russes? Le sacrifice, il est tel, parce que je pense quand même qu'on ne doit pas être loin des 100 000 morts du côté ukrainien aussi, que je crois peu de gens comprendraient en Ukraine que tout d'un coup, on lève le pied parce qu'on est fatigué.